Bonsoir à tous. Merci d'être là ce soir pour ce webinaire Retour à l'essentiel, désencombrer est un jeu d'enfant. Tout le monde n'est pas encore là, mais je vais déjà commencer parce qu'on avait dit qu'on commençait à 8h30. Il est déjà 8h35, donc voilà, nous y allons. Donc je m'appelle Sylvine Smulders et je suis Home Organizer. Ça veut dire que je vous aide à alléger votre intérieur et vous recentrer sur ce qui est essentiel pour vous. Est-ce que vous savez qu'on utilise en moyenne 20% de nos affaires 80% du temps? C'est la loi de Pareto qui s'applique aussi pour le home organizing. Donc voilà, comme je ne vous vois pas, je ne sais pas si vous êtes en train de sourire en vous disant oui, c'est vrai, ou non, pas du tout, mais en général, ça s'applique pour pas mal de monde. Donc, ça veut dire qu'on a beaucoup d'affaires en surplus et souvent nos maisons sont en surpoids ou nos habitats si on habite dans un appartement. Mais il y a une solution à ça, c'est de désencombrer votre intérieur. Et qu'est-ce que vous allez gagner en faisant ça? Vous allez gagner en temps, parce qu'il vous faudra moins de temps pour ranger vos affaires et les retrouver, parce que le but, c'est qu'après avoir désencombré chaque affaire et une place, vous allez gagner en argent, parce que quand vous aurez réuni toutes vos affaires pour les trier, vous vous rendrez compte de tout ce que vous avez et vous retrouvez ce que vous avez, parce que parfois on rachète parce qu'on ne sait plus où ça se trouve, et vous allez gagner en liberté, parce que vous allez avoir moins d'objets qui vous appellent et qui demandent votre attention, parce qu'un intérieur épuré est beaucoup plus reposant. Donc, moi, mon objectif, c'est de rendre le home organizing accessible à tout le monde. Donc, c'est pour ça que je propose ce webinaire. Il y a aussi des vidéos sur YouTube que vous avez peut-être déjà vu, ces 5 petites capsules, et au fil du temps, je vais en rajouter régulièrement. Je vais essayer de faire ça une fois par semaine avec toutes les informations qui ont trait au désencombrement, consommer autrement, la simplicité volontaire, le minimalisme, enfin voilà, toutes des choses qui vont dans cette philosophie-là. Donc, j'ai envie de rendre le home organizing accessible via mes webinaires, mes capsules, il y a mon site internet aussi. Et en même temps, je propose un programme qui s'appelle le Weekend Turbo, dont je vous parlerai à la fin. C'est vraiment pour vous donner une impulsion pour démarrer le désencombrement chez vous. Donc voilà. Comment ça va se passer ce soir? Donc, d'abord, je vais me présenter. Donc, ça va être avec un PowerPoint. D'abord, je vais me présenter. Ensuite, je vais parler de nos freins à désencombrer, parce que le fait de prendre conscience de ça, ça peut vraiment nous aider à justement commencer à faire ce travail chez nous. Ensuite, je vous parlerai de ma méthode. Comment consommer autrement, donc pour éviter l'effet rebond. Donc, ça veut dire de nouveau qu'il y ait plein de choses qui reviennent dans notre maison après avoir allégé. Après ça, je vous parlerai de mes programmes et puis vous pourrez poser vos questions. Donc, si vous avez des questions, gardez-les bien et j'y répondrai à la fin. Donc, voilà, maintenant, je vais prendre mon PowerPoint que je vais vous partager. Voilà. Et donc, nous allons démarrer. J'ai envie de commencer avec la fable du pêcheur. J'espère que vous y avez accès là. C'est bon, tout le monde a accès au PowerPoint là? Oui. Voilà. Donc, la fable du pêcheur mexicain qui donne en fait le fil rouge de ce soir. Donc, c'est une histoire avec un Mexicain qui vit au bord de l'eau. Et tous les jours, il pêche quelques poissons, de quoi se nourrir sa famille. Et l'après-midi, il est cool, il peut voir ses copains, il peut faire la sieste. Enfin, vraiment une petite vie pépère. Et un jour, il y a un Américain qui vient, qui a un MBA, enfin, barre des diplômes, et qui lui dit, écoute, pourquoi est-ce que tu pêches seulement quelques poissons par jour? Puis le Mexicain qui dit, ben voilà, c'est ce qu'il me faut, j'ai pas besoin de plus et je suis heureux comme ça. Et l'Américain qui lui dit, mais non, commence à acheter un bateau plus grand, comme ça tu pourras pêcher plus de poissons, et ensuite tu pourras acheter un bateau encore plus grand et pêcher encore plus de poissons et ainsi de suite. Puis il y a le Mexicain qui regarde et qui dit, ok.
L'Américain qui dit, mais oui, comme ça, après ça, tu vas gagner plein d'argent. Et quand tu seras vieux, alors tu pourras t'acheter une maison au bord de l'eau et être cool et voir tes copains et tes petits-enfants, etc. Et le Mexicain, vous savez ce qu'il lui répond? Eh bien, j'ai déjà tout ça aujourd'hui. Donc vraiment, la philosophie de base dans mon travail de home organizer, c'est pourquoi toujours plus. La société de consommation ne cesse de nous dire qu'on sera heureux quand on aura acheté ça en plus et ça en plus. Mais finalement, c'est un gouffre sans fin. C'est insatiable. Et si à un moment, on arrive à se dire, OK, je suis contente avec ce que j'ai, je suis content avec ce que j'ai, éprouver de la gratitude pour ce qu'on a, et finalement vivre d'une manière plus simple, là, vraiment, on peut commencer à éprouver je trouve personnellement, plus de sentiments de joie que quand on est dans cette course effrénée du toujours plus, toujours plus, toujours plus. Donc voilà, vers où je vous emmène ce soir et si nous travaillons ensemble après. Mon but n'est vraiment pas que vous soyez minimaliste. Mon but est que vous soyez entouré uniquement d'affaires dont vous avez besoin, que vous trouvez belles et qui vous mettent en joie. Et que tout le reste, tout ce bazar accumulé au fil des années, que vous puissiez le laisser partir pour vraiment ressentir un sentiment de bien-être. Donc voilà, pour me présenter, je démarre avec ce sac à dos, avec des affaires, mais très peu d'affaires. Ce avec quoi j'ai vécu pendant une année quand je suis partie faire un tour du monde il y a 15 ans maintenant. J'étais dans 20 pays différents. Donc comme vous voyez, j'avais vraiment très peu de biens matériels, juste le nécessaire pour vivre. Quelques t-shirts, quelques sous-vêtements, 2 pantalons, des médicaments, un guide de voyage, des carnets, etc. Et j'ai passé une année vraiment merveilleuse. Et donc, comme quoi il n'y a pas besoin de beaucoup pour vivre bien. Si je recule d'une case, donc ça c'était quand j'avais plus ou moins 28 ans. Avant ça, j'ai fait des études de psychopédagogie et puis j'ai fait une licence en psychologie familiale. Ensuite, j'ai été engagée chez Manpower où j'ai travaillé comme conseillère en personnel. Et puis chez Stepstone, ça c'était en revenant de mon voyage où là, j'aidais les clients à utiliser des logiciels de recrutement et le site internet. Et puis après ça s'est terminé d'un commun accord avec mon responsable. Et j'ai commencé à installer des potagers bio à domicile. Donc là, pour la première fois, j'avais un emploi qui correspondait à mes valeurs, donc vraiment cette simplicité volontaire, retour à la terre, faire les choses soi-même, consommer autrement, donc ce qui me plaît vraiment beaucoup. Puis j'ai eu un premier enfant. Après sa naissance, j'ai fait une formation en écopédagogie, donc tout ce qui est éducation relative à l'environnement. Et puis je suis tombée enceinte. Quand j'étais enceinte, j'ai découvert le métier de home organizer que je trouvais vraiment génial. Donc ça c'était grâce à Elodie Wery, donc qui est la première Belge à être devenue home organizer en Belgique et qui a vraiment lancé ce nouveau métier. J'ai découvert le livre de Marie Kondo, le fameux bouquin la magie du rangement, que vous connaissez sûrement aussi, qui était une révélation. Quand j'ai lu ce bouquin, après ça, j'ai fait un tri et je me suis dit, cette fois-ci, c'est bon. En tout cas, c'était bon pour ce moment-là, parce qu'il faut savoir que les tris, c'est quelque chose, c'est comme un oignon qu'on pèle en fait régulièrement. Il y a des choses qui rentrent, même si on fait attention. Et il y a des choses, c'est important de continuer à enlever parce que sinon, ça va de nouveau se boucher. Si on ne fait que rentrer des choses, ben, ça va de nouveau être rempli après. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important de continuer à faire ce cycle. Idéalement, quand on a fait un tri, c'est un qui rentre, un qui sort pour rester en équilibre. Et donc, quand j'étais enceinte, j'ai été aider plusieurs personnes, des copines, des connaissances, etc. Et j'aimais vraiment beaucoup le sentiment de joie quand je pouvais aider les gens à se sentir bien, mieux chez eux. Et puis ma petite fille est née. Après quelques mois, on s'est rendu compte qu'elle avait des gros problèmes de santé. Donc, au lieu de recommencer mon activité, je me suis vraiment occupée d'elle pendant 3 ans. Beaucoup d'hospitalisation, enfin, c'est difficile. Mais heureusement, en avril 2019, l'année passée, elle a pu être scolarisée. Donc ça a été une grande libération quand même. Et là, j'ai pu redémarrer plus sérieusement mon activité de home organizer. Donc voilà, nous voilà aujourd'hui ensemble pour parler de ça. Et voilà. Et c'est vraiment un bonheur pour moi d'aider les gens à se rendre compte qu'en fait, on n'est pas obligé de consommer comme la société nous l'impose, entre guillemets. On peut faire autrement. Et dans Consommer autrement, le chapitre plus loin, je vous montrerai qu'il y a vraiment moyen de consommer, de faire autrement.
de passer vraiment par de consommer de manière non marchande que tout le temps devoir payer pour tout. Donc voilà. Maintenant, quand je fais cette conférence en présentiel, c'est un moment où vous pouvez échanger avec votre voisin et puis après ça, partager un petit peu vos prises de conscience. Ce soir, c'est plus difficile. Donc, je vais juste vous décrire les questions et après ça, peut-être faites une photo de l'écran ou gardez-les bien en tête après pour pouvoir y repenser quand vous allez commencer à alléger chez vous. Donc, comment vous sentez-vous chez vous? C'est une question importante à se poser avant de commencer. Quel est votre essentiel? Donc, aujourd'hui, avec la personne que vous êtes, qu'est-ce qui est essentiel dans votre vie? Ce sera une réponse différente pour chacun. Moi, je peux vous dire, pour moi, aujourd'hui, mon essentiel, c'est d'être minimaliste. Ça ne l'était pas il y a 5 ans et encore moins il y a 10 ans. Donc, c'est vraiment un chemin qui s'est fait petit à petit. Et donc, comme je vous disais, mon objectif n'est pas que vous soyez minimaliste, mais que vous soyez bien avec ce que vous avez. Y a-t-il des espaces plus difficiles à gérer? En général, pas toujours, mais c'est souvent le cas dans les espaces où il n'y a pas de visiteurs qui viennent. Donc, c'est-à-dire dans ce qui est chambre, espace de rangement tel que le garage, la cave, le grenier, où là, on se dit, c'est moins grave si on entrepose des choses parce que de toute façon, on n'aura pas le regard extérieur, mais juste notre regard où on ne va de toute façon pas très souvent, donc ce n'est pas vraiment dérangeant. Et pourtant, on sait que c'est là qu'un jour on doit ranger, mais souvent on ne l'a pas encore fait parce que ça prend du temps et que ça paraît énorme. Qu'est-ce que vous souhaitez changer dans votre habitat? Question importante à se poser aussi. Deuxième partie de questions, basée sur cette ligne du temps, parce qu'en fait, tous nos objets qu'on a, évidemment, font partie du passé, accumulés au fil des décennies, des années jusqu'à ce jour. Mais ce dont il faut se rendre compte, et c'est parfois difficile, c'est qu'il y a des affaires qui font définitivement partie du passé. Ça peut être des activités qu'on faisait, des sports, des activités artistiques, où on a tout le matériel, tout l'équipement, mais on sait qu'on ne va plus refaire ces activités parce qu'on n'a plus envie ou parce que physiquement on ne peut plus le faire. Ça peut être un ancien emploi, ça peut être une relation passée, ça peut être des objets d'enfants en bas âge qui ont grandi et on sait qu'on ne va plus en avoir besoin. Et alors là, il faut être conscient du fait qu'il peut y avoir un deuil à faire parce que ce n'est pas facile de savoir que le passé ne va pas se transposer dans le futur, c'est juste terminé. Il faut accepter ça. Mais je vous garantis que quand vous acceptez ça et que vous pouvez faire partir ces objets, ça donne de la place pour un nouveau futur, pour des nouveaux projets. Et donc, ça vaut vraiment la peine de se libérer de ce passé, même si c'est douloureux, pour pouvoir aller de l'avant. Parce que tant que votre maison est remplie comme un œuf, quelque part, il n'y a pas beaucoup d'espace pour des nouvelles choses, des nouveaux projets, ou bien ça viendra juste se mettre sur les affaires que vous avez déjà, donc c'est moins intéressant. Donc, première question, qu'est-ce que vous pouvez laisser dans le passé? Deuxième question, qu'est-ce que vous avez besoin de garder dans le futur? Bien sûr, il y a des objets, c'est un des critères, comme je vous disais tout à l'heure. Un des critères importants, le besoin, parce qu'il y a des choses dont on a besoin, tout ce qui est couvert, tout ce qui est assiette, tout ce qui est table, etc. On sait qu'on va les garder parce qu'on doit continuer à se nourrir. Donc, c'est vraiment plus au niveau de ces affaires autour de soi. Par contre, là où on peut quand même travailler, c'est au niveau de la quantité, parce que ça arrive des cuisines qui sont surchargées où les verres sont en surnombre, les électroménagers aussi, on n'a pas besoin de tout, où ils traînent dans les armoires. Donc, on peut aussi élaguer très probablement dans la cuisine. Et quels freins ressentez-vous pour alléger? Et donc ça nous permet d'embrayer sur le chapitre suivant, qui est quels sont nos freins et blocages à désencombrer. Donc pour ceux qui n'étaient pas encore là au tout début, c'est vraiment maintenant on rentre dans le vif du sujet, parce que c'est en prenant conscience de ces freins et blocages qu'on va pouvoir aller au-delà de ça et qu'on va pouvoir avoir l'énergie pour commencer à faire ce grand travail libérateur chez nous. Donc les premiers, je les mets ensemble parce qu'ils sont fort liés. C'est le manque de temps et l'ampleur de la tâche. Eh bien, comme vous savez, votre maison a mis des années, voire des décennies, si ça fait très longtemps que vous habitez dans la même maison, à se remplir. Et donc, quand on voit toutes nos affaires, on se dit, mais je ne vais pas me lancer en 3 heures comme ça, c'est impossible, c'est comme un éléphant, ça paraît énorme. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va morceler l'éléphant en petites parties. On va commencer par des petites choses qui ne sont pas trop compliquées pour vous, plus des objets usuels auxquels vous n'êtes pas trop attaché.
Et comme ça, petit à petit, on va rentrer dans le vif du sujet. Mais il faut vraiment y aller progressivement pour ne pas être découragé. Alors, le garder au cas où. Là, je ne peux pas vous voir sourire parce que je suis juste derrière ma caméra. Mais ça, c'est vraiment le classique du classique. On ne sait jamais qu'un jour, ça puisse servir. Mais honnêtement, si tous ces objets n'ont pas encore été utilisés aujourd'hui, est-ce que vous ne pensez pas que ce serait le moment pour vous en débarrasser, pour les donner à quelqu'un d'autre à qui ça ferait plaisir? Parce que les chances que vous utilisez encore ces objets sont vraiment minimes. Donc, je vous conseille de garder au cas où, qui est une catégorie assez costaude, de vous en séparer. Et si jamais, ça peut arriver, on va dire, dans 1 ou 2% des cas, que vous avez un jour besoin de cet objet, alors vous pouvez toujours le racheter ou l'emprunter à quelqu'un d'autre. Mais pour les 98 autres objets, vous serez content et je vous promets, pour l'avoir vécu moi-même, ils ne vous manqueront jamais. Donc ça vaut vraiment la peine. Cela m'a coûté cher. Ça, c'est typique. L'exemple typique que je vais vous donner, c'est que vous avez acheté un électroménager qui a coûté quelques centaines d'euros. Vous pensiez que ça allait être super, que ça allait vous répondre à tous vos besoins, que ça allait être absolument génial. Mais cet objet est grand, il n'est pas facile d'entretien et finalement, il n'est pas si intéressant que ça. Vous pouvez vous débrouiller avec quelque chose de moins sophistiqué. Eh bien, si c'est votre cas pour un objet électroménager ou pour n'importe quel autre objet dans votre habitat, je vous conseille vivement de vous en séparer parce que ce genre d'objet vous procure consciemment ou inconsciemment de la culpabilité et le fait de ne plus l'avoir sous vos yeux et même dans votre habitat, ça va vraiment, psychologiquement, ça va vous alléger. Cela ne se fait pas. Ça concerne les cadeaux. On se dit, oh, je l'ai reçu d'un ami, je ne vais pas le donner. Mais honnêtement, si ce cadeau vous embête plus qu'autre chose, donnez-le à quelqu'un d'autre à qui il fera plaisir. Et cela ne se fait pas, ça concerne aussi les objets de famille. Ça, c'est un petit peu plus délicat parce qu'il y a un héritage derrière, il y a toute une mémoire familiale. Donc, c'est plus difficile de vous en séparer. Mais ce que je vous conseille dans ces cas-là, c'est vous contacter ou vous réunissez ou vous envoyer une photo aux différentes personnes, donc frères et sœurs, cousins, cousines, enfin, à vous de voir qui sont concernés par cet objet et vous demandez si ça intéresse quelqu'un. Et s'il n'y a personne que ça intéresse, là, vous pouvez vraiment, sans culpabilité, vous alléger de ce poids familial. Parce que personne ne vous demande de garder les objets. Donc vraiment, donnez-le, vendez-le en fonction de ce que c'est, mais libérez-vous-en. Alors, dernier point, peur du vide. Ça, c'est quelque chose qui peut aussi arriver, c'est qu'on est entouré de ces objets et ils nous appellent, ils nous occupent, ils nous distraient parfois aussi ces objets, parce qu'il y en a qui doivent être nettoyés, surtout quand on en a beaucoup, ça prend du temps. Et donc, parfois, certaines personnes, souvent des gens, mais là, ça va vraiment à un stade très loin, mais des gens qui ont vécu des traumatismes très difficiles, une séparation, un abandon, quelque chose comme ça, après ça, ils deviennent des collectionneurs compulsifs. Et vous avez peut-être déjà vu des émissions à la télé, j'en ai encore vu une de la semaine passée, où finalement on se retrouve avec une quantité d'objets, mais ça n'a même plus de sens. Mais c'est tellement qu'on est mal à l'intérieur qu'on a besoin de ça. C'est comme la boulimie, en fait, c'est la boulimie d'objets. Là, souvent, il y a un travail de fond psychologique qui doit être effectué parce que si quand bien même on arrive à désencombrer, si la personne n'a pas solutionné son problème dans sa tête, inévitablement, quelques mois après, voire quelques semaines après, ça va déjà être complètement rempli. Donc, c'est vraiment important de faire ce travail en amont, en fait, de se demander, mais quelles sont vraiment les raisons profondes pour lesquelles je garde ces objets? Parce que si vous n'avez pas répondu à ça, ben, ça va revenir et vous direz, ben, ça ne sert à rien ce travail. Alors qu'il faut vraiment faire un équilibre et trouver pourquoi on garde toutes ces choses. Donc voilà, ça c'était pour la partie frein et blocage. Donc si vous avez des questions après, il y aura un moment pour me poser les questions par écrit et donc je répondrai pour tout le monde. Maintenant, nous allons plonger dans la méthode. Donc en fait, sur quoi se base ma méthode? Ça se base sur les différents livres que j'ai lus, donc mes deux références principales étant Marie Kondo et Elodie Wery, donc qui est belge. Et puis après ça, j'ai eu pas mal d'autres lectures, des vidéos sur Internet, et alors mon expérience sur le terrain, mon expérience chez moi aussi, parce que c'est quand même quelque chose que je fais maintenant depuis des années, depuis 5 ans, vraiment à fond. Et voilà, donc c'est vraiment une compilation de différentes références. Alors, le premier point dans ma méthode, c'est une approche globale de l'habitat. Et pour moi,
c'est vraiment le fait de voir la quantité d'objets qui va vous permettre de vous désencombrer. Je m'explique. Avant de commencer à désencombrer chez vous, donc d'une part, vous vous posez des questions, et d'autre part, vous allez faire cet exercice qui est très intéressant, c'est d'aller ouvrir toutes les armoires de votre appartement ou de votre maison, l'une après l'autre, de la cave au grenier si vous en avez. Et avec ça, vous allez vous rendre compte de la quantité. Et en faisant cet exercice, regardez bien si vous avez des objets qui se retrouvent dans différentes pièces de l'habitat. C'est très souvent le cas. Par exemple, des papiers, ça peut se retrouver à différents endroits de la maison, des verres, ça peut être dans le salon pour les invités et dans la cuisine pour votre quotidien. Enfin, toutes des choses comme ça. Donc, commencez à faire des liens pour voir ce qui se passe d'une pièce à l'autre. Donc, ça, c'est le premier point. Ensuite, prendre du recul. Et une manière de prendre du recul, c'est de photographier soit la pièce, soit les tiroirs qui sont trop remplis. Le fait de faire ça, c'est un peu comme si vous deveniez spectateur ou comme si vous alliez chez quelqu'un d'autre. Parce que finalement, c'est plus facile de voir le bazar chez quelqu'un d'autre que chez soi parce qu'on est habitué. Notre œil, finalement, heureusement, on le voit un petit peu moins, sinon ça serait insupportable. Mais donc, le fait de prendre une photo, ça va vous permettre de vous dire, OK, en effet, il y a des choses. Alors, après ça, donc, au moment où vous rentrez dans le vif du sujet, vous allez choisir si vous voulez désencombrer une pièce, parce que vous sentez que c'est un endroit de la maison où vous passez beaucoup de temps, mais c'est juste trop, ou bien une catégorie d'objets. Donc ça, c'est vraiment subjectif et moi, je m'adapte vraiment au souhait de la personne, ce qui est important pour elle en démarrant. Et dans tous les cas, si vous prenez par pièce ou par catégorie, c'est important de rassembler sur une table. Donc, si vous avez l'occasion de prendre des grandes tables ou des tables de votre jardin ou des tréteaux, selon ce que vous avez, d'inviter tous les objets de la même catégorie ensemble. Et après ça, souvent, on va dire waouh, quand même. Tandis que si vous faites le rangement pièce par pièce, ça va être sympa, mais vous n'allez pas aller à la racine. Et c'est vraiment en allant à la racine et en voyant la quantité que vous pourrez faire un travail de fond et qui ne sera plus jamais à refaire si vous continuez à entretenir et à faire sortir des objets régulièrement. C'est un travail fastidieux, ça demande de l'énergie, mais vraiment, ça vaut la peine. Je vous le garantis. Alors, quand vous avez tous vos objets soit rassemblés sur une table, soit rassemblés par terre en fonction de vos possibilités, vous allez d'abord regarder, mettre votre attention sur ce que vous voulez garder. Et comme ça, vous prendrez tout ce que vous voulez garder et vous vous rendrez compte de la quantité d'objets de la même catégorie qui va rester dans votre maison. Et après ça, vous direz, OK, ça maintenant, je n'en veux plus, je le donne ou je le vends. Et alors, vous allez prendre différentes caisses. Donc, c'est important d'avoir du matériel au début, de s'équiper, parce que si on n'a pas le matériel, on va se retrouver avec des objets et ça va juste être plus de bazar après. Donc, c'est vraiment important au début de prévoir des caisses, des sacs, éventuellement du papier collant, un petit matériel de nettoyage, parce que on sait très bien que quand on va au fond de ces tiroirs, il y a toujours plein de crasses, de poussière, etc. Donc, un petit coup d'éponge est indispensable. De mettre des vêtements confortables aussi. Éventuellement, de demander à quelqu'un de venir vous aider si vous savez qu'il faudra bouger des meubles, s'il faudra bouger des choses lourdes, des livres, enfin, vraiment à vous de voir. Mais en tout cas, d'être dans des bonnes conditions. Si vous avez des enfants en bas âge, qu'ils soient dans la famille ou chez des amis, parce qu'on ne sait pas faire ça avec des enfants. Enfin, voilà, il faut des bonnes conditions. Et donc, dans les caisses, c'est vraiment important de faire différentes catégories parce que vos objets vont avoir des destinations différentes, soit ce que vous allez garder, ce que vous allez donner ou vendre et ce que vous allez jeter. Donc, dans jeter, on est bien d'accord que c'est toutes des choses qui ne peuvent pas être ni réparées ni données. Ce qui est important dans donner ou vendre, c'est de vraiment faire la différence entre donner et vendre. Donner, c'est le plus facile. Surtout quand vous avez beaucoup d'objets, les associations peuvent venir chez vous et ça, c'est le rêve parce que vous faites vos caisses et après ça, vous contactez une association et qui se fait un plaisir de venir chercher tous vos objets. Vendre a l'avantage de vous permettre de gagner de l'argent, mais ça demande plus de travail parce que vous allez devoir mettre l'annonce donc soit sur Facebook Marketplace, soit sur deuxième main, soit sur Vinted. Il faudra prendre des photos, mettre une petite description, prendre les mesures si c'est des objets qui doivent être mesurés comme une télé, comme, enfin, voilà, comme un écran, comme
plein de choses différentes. C'est être en contact avec les gens, c'est répondre aux questions. Donc voilà, moi personnellement, ça m'amuse de le faire. Très étonnamment, en octobre, j'ai encore vendu pour 300 €. Je vous avoue, je ne sais pas comment j'ai fait ça. On a vendu un téléphone, on a vendu un lecteur DVD, enfin l'un dans l'autre. Après une quinzaine ou vingtaine de ventes, j'étais quand même à 300 €, donc ce qui fait toujours plaisir. Mais parce que voilà, moi ça m'amuse de le faire. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc sachez bien que ne vous dites pas je vais vendre en sachant que vous n'avez pas l'énergie et que finalement ces objets vont traîner à l'entrée de chez vous. Ça n'a aucun sens. Vous vous connaissez et vous savez ce qui vous convient le mieux. Si vous n'êtes pas à 5 € près, eh bien, entendre le nez et faire plaisir à d'autres gens et que ces objets circulent et voilà, repartent dans le cycle de la vie. Donc voilà. Et alors, ce qui est intéressant aussi, une fois que vous avez fini de désencombrer, c'est de prendre une routine quotidienne de remettre les objets à leur place. Parce que normalement, quand un tri a été bien fait, chaque objet a une place. Et donc, en fait, c'est très facile de remettre les objets à leur place. Et aussi d'avoir chez vous, soit dans le garage, soit peu importe où ça, mais en tout cas, près de la sortie, une caisse pour les objets à donner. Le but étant que ce cycle continue. Donc, à partir du moment où vous allez avoir des nouveaux objets qui vont rentrer, ce qui va encore arriver, bien sûr, eh bien, préparez une caisse aussi pour que d'autres objets puissent sortir, pour rester en équilibre et pour ne pas retourner dans trop d'objets quelques mois plus tard. Donc, voilà pour ma méthode. Donc, ce qui est important à retenir, c'est approche globale et réunir tous les objets ensemble pour se rendre compte de la quantité. Et vraiment, avec ça, vous allez pouvoir faire un beau travail de fond. Donc ici, c'est un cas pratique, très intéressant. Quand j'étais chez une cliente il n'y a pas longtemps, elle avait choisi de faire sa cuisine. Donc on avait fait les verres, on avait fait pas mal de catégories. Et puis quand on a fait les produits d'entretien, il n'y en avait pas trop dans sa cuisine, mais je lui ai quand même dit, va chercher ceux du reste de ton habitat. Elle m'a regardé avec une drôle de tête, j'ai bien senti. Mais néanmoins, le résultat final a été qu'on s'est retrouvé avec, comme vous pouvez le voir là, 4 mètres carrés de produits d'entretien. Et là, je peux vous dire qu'elle a quand même été vachement surprise. Et c'est grâce à cet électrochoc qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Je vais vous montrer les photos après quand on a rangé. Dans sa cuisine, donc c'est une photo vue d'en haut, il y a les produits classiques pour une cuisine, donc les tablettes de lave-vaisselle, des produits d'entretien, quelques produits d'entretien, les sacs, etc. Il y a peu. Par contre, dans l'armoire de la cave, il y a tout le reste. On est d'accord, cette armoire-là est encore en surpoids. D'habitude, on dit que c'est important de laisser 30% d'espace vide. Là, on n'y est pas du tout. Mais par contre, vous voyez, elle a quoi, 7 bouteilles de produits cette bouteille de vinaigre. Eh bien, petit à petit, elle va les utiliser et donc elle va faire des économies d'argent parce que pendant des mois et des mois, elle ne doit plus rien acheter. Et cette armoire va se vider au fil du temps et elle saura qu'elle devra faire moins de réserves après. Donc, vous voyez, par rapport à mes points par rapport au début, quand je disais qu'est-ce que vous allez gagner, donc pour ceux qui n'étaient pas là, en temps, en argent et en liberté. Donc là, on voit bien qu'elle va faire des économies en ne devant plus acheter trop de choses. Pareil, donc deuxième exemple chez elle. Donc pour tout ce qui est matériel de bricolage, jeux, etc. avec ses enfants, il y en avait à différents endroits. Donc il y en avait dans l'arrière-cuisine, dans le salon et à l'étage, au premier étage. Et donc, même chose. Donc là, vous voyez, ça c'est l'arrière-cuisine. J'ai dit, on va tout rassembler ensemble. Et donc là, on est arrivé à 6 mètres carrés. Donc de nouveau, électrochoc. Oh, qu'est-ce qu'il y a à faire? Donc là, elle choisit ce qu'elle garde. Et à la fin, on se retrouve avec cette armoire où il reste quoi, la moitié des objets à peine et où tout est organisé par catégorie. Donc, vous pouvez voir en bas à gauche, il y a les jouets. Puis après ça, quand on monte, il y a tout le matériel de bricolage, des petites gommettes, des petits autocollants. Enfin, personnellement, moi, quand je vois ça, j'ai envie d'aller bricoler. Quand je vois l'armoire avant, j'ai juste peur que les affaires me tombent sur ma tête et ça ne me donne pas très, très envie d'y aller. Tandis que là, c'est mis autour des enfants. Les enfants peuvent aller se servir et c'est quand même beaucoup plus avenant qu'avant. Et cette cliente m'a dit qu'elle ressentait une joie énorme de voir ces armoires comme ça et vraiment son esprit apaisé. Donc ça, c'est à la fin. Donc chez cette personne-là, on a retiré 15 mètres cubes d'affaires. Donc ce qui est vraiment un travail énormissime. Elle a beaucoup travaillé elle-même entre les séances, elle était très motivée, enfin super chouette.
Et donc là, comme vous pouvez voir, on a fait venir une assoce et Oxfam en l'occurrence. Et eux étaient ravis et elle était vraiment délivrée. Donc voilà, ça c'était le deuxième point, ma méthode. Maintenant, donc le point suivant, c'est consommer autrement. Et pourquoi consommer autrement? Pour plusieurs raisons. En premier lieu, pour éviter l'effet rebond, donc pour éviter de remplir à nouveau son habitat. Et en deuxième lieu, mais pour faire des économies aussi, soit parce que vous devez faire des économies, soit parce que vous avez envie de dépenser votre argent autrement que dans cette société de consommation. Il y a vraiment moyen, moi pour vous dire, il y a plein de mois en fait où je n'ai même pas un euro dépensé en biens de consommation. Donc on s'entend, je paye le loyer pour la famille, pour notre appartement, l'électricité, enfin voilà, toutes les charges, assurance, machin et tout ça. La nourriture, bien sûr, qui est quand même un gros poste. Les transports, et pour le reste, je n'achète même pas des choses tous les mois, en fait, parce qu'il y a vraiment moyen de vivre, ça je vais vous expliquer dans ce point-ci, de vivre sans passer par cette société marchande. Et c'est vraiment hyper agréable. Donc, le premier point, donc voilà, dans tout ça, c'est vraiment privilégier l'usage plutôt que la possession. Donc, ici à gauche, vous voyez mes deux enfants, Sébastien et Aya, et à droite, un petit copain. Et donc, en fait, ce qui se passe tous les ans, plus ou moins, c'est que Sébastien reçoit un vélo de quelqu'un d'autre ou bien j'en achète un d'occasion. Ensuite, on le donne au petit garçon et le petit garçon le donne à Aya. Et après ça, celui d'Aya, je vais encore le donner à un autre enfant. Et donc, ça circule, ça coûte beaucoup moins cher, c'est sympa au niveau des contacts parce que chaque fois, c'est l'occasion de se revoir avec l'autre maman pour papoter, etc. Ça crée du lien et pour le portefeuille et pour l'environnement, c'est vraiment bon. Alors, emprunter. Nous, c'est vraiment ce qu'on fait d'ailleurs dans la salle de jeu. On a maintenant des emplacements qui sont prévus pour les livres de la bibliothèque et les jeux de la ludothèque. Et pour vous dire, on loue, bon maintenant ça va bientôt recommencer sous des conditions différentes évidemment, mais on loue 6 jeux pour 3 semaines pour 3 euros. Et c'est vraiment un bonheur parce que chaque fois on a des nouveaux jeux, comme on joue quand même régulièrement. Après un certain temps, j'ai plus spécialement envie de jouer, donc là on a vraiment un roulement et ça coûte rien du tout, quoi. C'est comme si on avait des nouveaux cadeaux à chaque fois qu'on y va. C'est trop chouette. Donc comme je disais, favoriser le seconde main, donc tant pour l'achat que pour la vente. Donc il y a Facebook Marketplace, deuxième main. J'ai un petit peu plus de retenue pour deuxième main parce que contrairement à Facebook, il y a énormément de faux profils et donc toujours des tentatives de phishing et ça franchement c'est pas très agréable. Donc si vous allez sur deuxième main, je vous conseille de regarder de quand date la création du profil parce que s'il a été créé la veille, là c'est sûr à 99,9% que c'est quelqu'un qui va essayer de vous embarquer dans une arnaque. Donc faites attention. Et alors il y a Vinted aussi, donc plus pour tout ce qui est textile, vêtements, etc. Et bien sûr, les brocantes, moi je passe pas ma vie en brocante parce que je fais pas souvent des courses, mais une fois par an, voire 2 fois, je passe 2 ou 3 heures et en 2 ou 3 heures, j'ai habillé mes enfants pour l'année et en général pour max 50 euros. Et le reste de l'année, je ne leur achète rien. Ma mère offre à chaque enfant une paire de chaussures 2 fois par an et pour le reste, tout est d'occasion. Et donc, comme je vous disais, le budget consommation est vraiment très, très limité. Pour les vêtements et pour moi aussi, j'achète tout soit en brocante ou au petit rien. Et en fait, j'achète très, très peu de vêtements. Fabriquer ses produits d'entretien soi-même, donc de nouveau, même chose, c'est bon pour vous et c'est bon pour la planète et pour votre portefeuille parce qu'on dit qu'il y a quand même beaucoup de pollution qui vient de l'intérieur des maisons. Et donc là, le fait d'utiliser ces produits, donc le basique classique, c'est vinaigre et bicarbonate de soude. Donc là, pour votre produit d'entretien, vous prenez un petit contenant d'1 litre avec un petit spray. Vous mettez de l'eau, une cuillère à soupe de bicarbonate, une cuillère à soupe de vinaigre et le tour est joué. Vous en avez vraiment au moins pour 2 ou 3 semaines. Vous pouvez toujours ajouter un petit peu d'huile essentielle si ça vous plaît. Ça ne coûte rien du tout. C'est hyper facile et très pratique. Moi, le déo, ça fait plus d'1 an maintenant que je mets du bicarbonate sous les bras. Et quoi d'autre? Oui, pour le sol, vous pouvez utiliser donc les mêmes ingrédients, donc bicarbonate et vinaigre, et éventuellement rajouter un petit peu de savon de Marseille ou du savon noir, enfin, ce que vous avez. Et ça va aussi réduire votre facture de course. Alors maintenant, le dernier point dans la consommation, c'est si vous avez encore envie ou
besoin d'acheter, pardon, je vais prendre un petit peu d'eau. C'est avant d'acheter, dans le but de vraiment devenir conscient de votre consommation, c'est vous poser les différentes questions qui répondent à l'acronyme que j'aime beaucoup, BISOU, qui vient du livre J'arrête de surconsommer, un très beau livre, donc dans la même philosophie. Le premier, c'est besoin, c'est de se poser la question à quel besoin est-ce que cet achat répond. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que c'est pour pallier un manque de confiance, par exemple du maquillage ou certains vêtements? Est-ce que c'est pour faire comme tout le monde? Enfin bon, un travail d'introspection est intéressant pour voir à quel besoin est-ce que cet achat répond. Le deuxième point, c'est dans l'immédiat. Est-ce que je dois acheter cet objet maintenant? Et souvent, le fait juste d'avoir envie de quelque chose, de le noter sur un papier ou dans un petit carnet et de se dire j'attends 2 semaines ou 1 mois, eh bien, vous verrez que souvent l'envie est passée. Parce qu'on peut avoir des impulsions comme ça d'achat qu'on regrette après. Vous avez sûrement déjà connu ça, on a tous connu ça. Eh bien, le fait de noter et de différer l'achat, ça peut vous permettre de faire des économies et de temps et de garder de la place dans vos armoires. Le semblable. Est-ce que j'ai déjà un objet qui ressemble à ça ou pas? Point suivant, l'origine. Alors ça, on sait tous que c'est un point énormissime, mais c'est quand même un point très important. C'est au niveau éthique et écologique. Quel est le parcours de cet objet? Et on sait que dans beaucoup de cas, c'est pas une belle histoire. Et donc, le fait de moins consommer et de consommer deuxième main, eh bien, quelque part, ça diminue, ça nous permet d'un petit peu sortir de cette horrible société, en fait, qui maltraite des gens qui travaillent vraiment pour des salaires médiocres et la planète ou avec tous les produits chimiques, etc. Ce n'est pas le thème de ce soir, mais bon, c'est intéressant de se reposer cette question de cette origine. Et vraiment, quand on adopte ce mode de vie de la simplicité volontaire, on est de plus en plus conscient de l'impact écologique de notre consommation. Et donc, du coup, c'est une des raisons pour laquelle on a aussi envie de moins consommer et en tout cas sortir de la surconsommation qui est juste aberrante en fait. Et alors, utile, est-ce que cet objet va m'être utile ou pas? Donc voilà, c'est la méthode BISOU. Pensez-y quand vous allez la prochaine fois acheter quelque chose parce que ça vous permet vraiment de consommer autrement. Et ça, c'est chouette. Petite question, qu'est-ce que vous emportez? Imaginez vous habitez dans une tiny house demain. Qu'est-ce que vous mettez dans vos valises pour y aller? Donc voilà, pour ceux qui n'étaient pas là au début, je vous avais dit qu'à la fin, je vous parlerai des solutions que je vous propose pour démarrer avec vous cette belle aventure d'alléger votre intérieur. Donc, il y a d'une part l'aide personnalisée. Donc, ça, c'est vraiment l'approche plus classique des home organizers. Donc, où je viens chez vous, on choisit la partie de la maison ou la catégorie d'objets que vous avez envie de commencer à désencombrer. Et alors, on travaille ensemble. Et moi, vraiment, dans les moments où je sens que vous hésitez, qu'il y a des obstacles, je vous pose des questions un peu directes, mais en douceur, pour vous aider à vous-même décider si vous voulez garder cet objet ou pas. Et alors, la deuxième solution, ça c'est plus une création maison, mais qui a son petit succès qui plaît, c'est le week-end turbo. Donc, comment est-ce que j'ai l'idée de créer ça? En fait, en développant moi-même mon projet, je me suis vraiment rendu compte que c'est en me fixant des échéances que j'ai atteint et que j'atteins mes objectifs, parce qu'évidemment, ça se développe toujours un projet, mais c'est vraiment le fait de me dire ça pour telle date, ça doit être fait, et bien du coup, je l'ai fait. Ça nous est tous arrivé, la veille d'un examen ou la veille d'un travail à rendre, de plancher jusqu'à des heures pas possibles pour terminer le truc parce que ça devait être fait, il y avait un deadline. Et donc ici, ce que je vous propose, c'est de fixer une date. Donc ici, en l'occurrence, le prochain week-end que je propose, c'est les 6 et 7 juin. Et donc vraiment pour vous mettre au travail. Donc pourquoi est-ce que j'ai appelé ça week-end turbo? C'est vraiment parce que c'est pour vous donner l'impulsion de commencer à alléger votre intérieur.
Et donc, comment ça se passe? Et ça, j'ai vraiment découvert en faisant ce week-end turbo pendant le confinement il y a maintenant 3 ou 4 semaines. Donc, j'ai pas pu aller faire des visites physiques chez les gens parce qu'on était en confinement. Et donc, du coup, chez un couple, on l'a fait par smartphone. Et chez une autre personne, on l'a fait par ordinateur. Donc, ça a pris chaque fois 2 heures pour visiter l'habitat. Et ce qui était très riche, c'est qu'en fait, pour les personnes, le fait d'avoir un média, ça leur a permis déjà de faire l'exercice de prendre distance. Comme je vous expliquais dans ma méthode, prendre du recul, éventuellement photographier la pièce ou les tiroirs qui sont trop remplis. Eh bien, le fait de faire la visite virtuellement, ce qui peut paraître très surprenant pour du home organizing, eh bien, après le rendez-vous de 2 heures, les gens m'ont dit « Waouh, mais j'ai une vue globale de mon habitat et j'ai vraiment déjà pu un peu prendre licence par rapport à mes affaires. » Donc, c'était très riche. Et donc, ça, c'est avant le week-end. Et alors, le week-end, comment ça se passe concrètement? Donc là, je vous coach vraiment en home organizing, donc, au lieu de le faire avec vous. Donc, le samedi matin, on se retrouve par téléconférence avec les différents participants. Donc, au préalable, quand j'ai eu la visite avec les gens, on a décidé ensemble de ce qu'on allait faire. Et ce qui était très chouette dans les 2 cas, c'est que moi, j'avais un espace en tête, mais je les ai laissés dire. Et les 2 fois, on avait pensé à la même chose. Donc, ça collait. Et donc, le samedi matin, on se retrouve. Chaque personne se présente, parle de ses objectifs pour le week-end. Donc, on fixe vraiment des objectifs réalistes. Il ne faut pas viser trop grand pour commencer. Et puis, moi, je vous donne un petit peu d'informations théoriques. Donc, ça dure de 9h30 à 10h30, plus ou moins. Et puis, après ça, chacun se lance. Je crée un groupe WhatsApp pour justement travailler avec cette énergie, cette synergie de groupe où vous pouvez envoyer des photos, puis recevoir des encouragements, etc. Puis, il y a des moments un petit peu plus difficiles parce qu'on a parfois des creux. Alors, moi, je vous aide à un moment le samedi et le dimanche aussi. Et alors, le dimanche matin, on se retrouve pour relancer la journée, donc pour que tout le monde démarre en même temps, début de matinée. De nouveau, je vous aide. Et donc là, ça paraît étonnant, mais c'est vraiment très riche et ça marche très bien de travailler par ordinateur. Et donc là, je vous pose des questions et je vous aide comme si j'étais là, mais sauf que je suis derrière mon écran. Et alors, le dimanche fin de journée, on se retrouve pour la clôture du week-end. Et donc, l'idéal, c'est à 18h30, enfin, ou en tout cas fin de journée, d'avoir terminé la catégorie ou la pièce qu'on avait choisi d'alléger. Et alors, après ça, ce que je propose au groupe, c'est de refixer un nouveau rendez-vous la semaine d'après ou 2 semaines après pour continuer ce processus. Et ce que j'ai beaucoup aimé, où j'étais surprise avec le groupe que j'ai suivi là, début mai, avril, début mai, peu importe, c'est que maintenant, ils me redemandent pour un nouveau week-end parce qu'en fait, ils sont lancés, ils ont cette impulsion de départ. Et quand on commence, en général, on a envie de continuer. Et donc là, on va faire un petit week-end express qui sera un peu moins cher, du coup, parce qu'on a déjà fait la grosse visite, mais parce qu'ils ont envie de continuer. Donc, voilà. C'est les 2 solutions que je vous propose pour le moment pour vous lancer dans cette belle aventure. Et donc, maintenant, à vous. Est-ce que vous avez des questions? Donc, c'est le moment si vous avez envie de me poser des questions. Donc, vous pouvez les noter sur le petit chat là, qui est à disposition. Donc, je vais voir ici. Voilà. Comment faire pour toutes les lettres et écrits qu'on veut garder? J'en ai des tonnes. Bonne question, Céline. Très bonne question d'ailleurs. En fait, ce que je vous propose de faire, c'est si vous avez d'autres parties à désencombrer dans votre maison, c'est de ne pas commencer par ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout ce qui est sentimental est beaucoup plus difficile. Et si vous avez d'autres parties à désencombrer, eh bien, le fait de commencer par des objets usuels, par toutes des choses auxquelles vous êtes moins attaché, ça va vous mettre dans cet esprit du bienfait de se libérer d'objets. Et alors, après ça, vous accrochez, enfin, vous démarrez la partie lettres et écrits qui est plus difficile parce que c'est plus sentimental. Pour l'avoir fait moi-même, parce que j'avais aussi plein de lettres de l'époque, c'est de vraiment les classer
personne qui vous les a envoyés. Et alors, je dirais, élaguer le plus possible et garder ce qui vous parle le plus, juste histoire d'avoir un souvenir si vous avez envie, mais à quoi bon garder toute une correspondance, parce que est-ce que vous allez relire ça un jour? Donc s'il y a une personne qui vous touche vraiment et que vous avez envie de garder, j'irai garder, mais sinon pour le reste, libérez-vous le plus possible, parce que quand on a trop de lettres, ben, ça ne sert vraiment à rien de tout garder. Donc j'avais aussi des tonnes et des tonnes, et finalement je suis arrivée, je crois, à une boîte à chaussures, et j'ai gardé un petit peu de mes grands-parents, de chaque personne, mais vraiment l'essentiel, c'est vraiment ça. C'est garder ce qui vous fait le plus plaisir, ce qui vous touche, enlever tout ce qui vous apporte des sentiments négatifs, parce qu'il y a peut-être des correspondances plus difficiles, mais vraiment faites une sélection. Et je sais que ce n'est pas facile, parce que c'est un point très sentimental, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la lettre est différente des souvenirs avec la personne. Donc, ce n'est pas parce que vous n'aurez plus ces lettres que le lien avec cette personne n'existera plus. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'important à savoir quand vous allez faire ce gros travail. Et lorsque vous pouvez toujours faire aussi, c'est photographier quelques lettres si vous avez pour avoir le souvenir. Bon, après ça, si vous photographiez toutes vos lettres, vous ne faites que poser le problème en digital. Donc là, ça ne résout pas le problème, mais ça serait vraiment de vous concentrer sur ce qui vous touche le plus, et soit de vous les garder en papier parce que le papier c'est chouette et que les lettres c'est beau, soit vous digitalisez une partie. Et pour tout ce que j'ai écrit moi-même, j'ai des dizaines de classeurs. Ça fait partie de mon identité. Est-ce que ça vous fait plaisir de garder ça, Céline? Est-ce que ça vous apporte quelque chose? Est-ce que... attendez, je regarde ici votre réponse. Donc ça, c'est la première question à vous poser. Si c'est quelque chose qui vous met en joie et qui est important et que vous ouvrez parfois et qui vous donne des sentiments positifs, alors pourquoi pas? Parce que comme je le disais tout à l'heure, mon objectif n'est pas que vous soyez minimaliste, c'est que vous soyez bien avec ce que vous êtes. Donc peut-être, je regarde si vous avez écrit quelque chose d'autre. Je me dis qu'un jour, je les relirai. Est-ce que vous avez besoin de relire tout? Ou il y a combien de temps que vous avez écrit ça? Est-ce que c'est vraiment hyper vieux? Ou bien est-ce que le fait de vous dire que vous gardez une partie, ça peut vous convenir aussi? C'est une question très intéressante, parce que tout ce qui est, ben oui, c'est tout ce qui est photos, lettres, etc. C'est vraiment quelque chose de sentimental, écrit, carnet, etc. Donc il y a de tout. Donc ça, c'est sûr qu'il y a du travail derrière. Mais le mieux, donc, c'est vraiment de catégoriser le plus possible dans ce que vous avez. Donc, dans vos lettres, les catégoriser, les ordonner par personne. Dans vos écrits personnels, vous dites que ça fait partie de votre identité, mais vous continuerez à exister même sans ces écrits. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à vous de faire ce travail d'introspection. Génial. Donc, vous êtes vraiment écrivain dans l'âme, parce que vous dites que depuis toute ma vie, dès que j'ai su écrire. Donc, j'irai vraiment, mais prenez le temps pour... j'aime bien votre question. Prenez le temps pour vous poser ces questions, pour voir comment vous vous sentiriez si vous n'aviez plus autant. Et si c'est vraiment important pour vous, que ça vous met en joie et que ça vous fait plaisir de l'avoir, alors je dirais, ben, organisez tout bien. Peut-être que c'est déjà fait. Peut-être que c'est classé depuis que vous êtes petite, bien classé. Et donc, si c'est juste pour vous, gardez-le. Mais c'est vraiment que vous soyez en accord avec ça, que c'est important pour vous, que c'est intéressant et que ça vous apporte des choses positives, des sentiments positifs. Donc, voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Céline, ou est-ce que vous voulez encore un peu plus? Enfin, je n'ai pas grand-chose de plus à dire, mais voilà ce qui me vient maintenant. Est-ce que ça répond déjà? Je vais regarder ici la réponse. Avec plaisir. Et donc, voilà, si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'appeler ou m'envoyer un petit mail, mais c'est vraiment les choses que je peux vous dire pour le moment. Mais c'est vrai que c'est sentimental, et en même temps, on sait qu'on n'est pas ces objets-là. Donc, voilà. Je regarde s'il y a d'autres questions.
Ok, donc ici, je vois qu'il y a encore des choses. Et qu'en est-il donc de Déborah? Bonsoir Déborah. Qu'en est-il des objets symboliques comme des statuettes de Bouddha, par exemple? Eh bien, de nouveau, à vous de voir, est-ce que ça vous plaît d'avoir toutes ces statuettes ou bien vous êtes arrivé à un stade, en fait, où ça vous faisait plaisir de les collectionner, mais là, c'est juste trop. Et donc, si vous avez ce sentiment de trop, d'étouffement, alors mettez-les toutes ensemble et regardez celles qui vous font plaisir et qui vous donnent des sentiments positifs, et les autres, faites-les circuler, parce qu'il y a un moment où ça devient juste trop. Et ce que vous pouvez faire éventuellement, Déborah aussi, c'est une phase intermédiaire pour ne pas que ce soit trop difficile. Ce que vous pouvez faire, c'est de mettre des statuettes de côté. Donc, vous choisissez celles qui vous plaisent vraiment. Vous mettez les autres de côté, on va dire pendant 2 mois, 3 mois, à vous de voir. Et puis, vous réfléchissez à un moment, ou bien vous mettez par exemple dans votre agenda, rendez-vous 3 mois plus tard avec mes petites statuettes, ou 6 mois plus tard, à vous de voir. Et vous regardez si pendant ce laps de temps, elles vous ont manqué ou pas. Et donc, comme ça, c'est vraiment une étape intermédiaire pour ne pas avoir ce déchirement, ce qui peut sembler un déchirement à un moment et qui ne sera plus 3 ou 6 mois plus tard, parce que vous aurez eu cette séparation, ce sevrage progressif avec vos petites statuettes. Donc voilà, est-ce que je réponds à votre question, Déborah? Entre-temps, je vais voir la question de, je ne sais plus, c'était Bertrand. Donc, avec plaisir pour la présentation. Alors, les photos, est-ce que vous me parlez plutôt de photos papier ou bien de photos numériques? En attendant votre réponse, je vais déjà répondre pour les photos papier. Eh bien, si vous avez... Attendez. Est-ce que personne ne doit pas être encombré par le pain? Le problème n'est pas d'abord les espaces rangement et l'espace secours. Une vise. Ok, Bertrand, je vais d'abord répondre à votre première question. Donc, pour les photos, si elles sont papier, alors si elles sont papier, ça dépend si elles sont dans des albums. Si ça vous plaît de garder les albums, gardez-les. Si vous n'avez pas spécialement envie de garder les albums, ce qui peut arriver, prenez les meilleures photos et enlevez-les. Donc, ça, c'est une possibilité. Si vous avez maintenant des photos dans des caisses, ce qui peut arriver aussi, mais je ne sais pas trop parce que je n'ai pas toutes les informations. Si vous avez des photos dans des caisses, eh bien là, vous pouvez faire une sélection et ne garder que les meilleures. Comme je disais tout à l'heure pour Céline, c'est la partie la plus difficile, tout ce qui est souvenir, mais il faut bien savoir que l'objet n'est pas le souvenir. Et donc, que même imaginez si votre maison brûle, si les écrits ne sont plus là ou les photos ne sont plus là, les souvenirs seront toujours dans votre tête. Donc ça, c'est pour tout ce qui est photo papier. À l'heure actuelle, et maintenant quand même depuis quasi 15-20 ans, on est aux photos numériques. Et ça, c'est un plus gros challenge parce qu'en fait, il prend visuellement, il ne prend pas de place, physiquement plutôt, il ne prend pas de place dans nos armoires, mais on sait qu'on a tous un nombre incalculable de gigas de photos sur notre ordi. Et donc ça, il faut à un moment se dire qu'on prend le temps de nouveau pour faire des tris de ces photos. Mais ça, c'est fastidieux. Et surtout, maintenant, avec les téléphones, on a nos photos, on a les photos qu'on reçoit des amis. Enfin, c'est une quantité de photos incroyable. Et donc là, il n'y a pas de secret. Et là, je vous avoue que autant que je suis minimaliste pour tout mon intérieur, autant qu'au niveau photo, j'ai quelques années de retard parce que, voilà, un peu dépassé. Mais que j'ai encore terminé ce travail de photos. Enfin, tout est classé par année, par mois, etc. Mais il y a encore une sélection à faire parce que le problème du numérique, en fait, c'est qu'on prend 10 photos de suite. Il y en a une qui est bonne sur les 10, mais on garde les 9 autres. Et donc là, il y a quand même un gros travail de sélection qui doit être fait. Donc voilà, Bernard, est-ce que je réponds à votre question? Alors, j'aimais bien votre dernière remarque. Est-ce que certaines personnes ne doivent pas être encombrées pour être bien? Leur problème n'est pas d'abord les espaces de rangement ou l'espace tout court, une vie sac à dos ou une vie de château, photopapier numérique. Donc, ok. Là, j'ai répondu à votre question. Oui, dans une valise, eh bien, donc, comme je vous disais, c'était la caisse, mais en plus grand. Donc, je vous conseille de faire un tri.
et de garder vraiment celles qui vous font plaisir. À la limite, vous les triez par époque ou par genre. Enfin bon, il y a un travail derrière, mais pour garder ce qui vous touche le plus. Alors, pour reprendre vos questions, est-ce que certaines personnes ne doivent pas être rencontrées pour être bien? Oui, comme je disais tout à l'heure, il y a certaines personnes qui se sentent très angoissées sans objet. Et donc, à ces personnes-là de décider si elles sont prêtes ou non à se séparer. Parce que pour certaines personnes, ça va être juste trop douloureux. Et donc, sans une aide thérapeutique derrière, ça ne va pas être possible. Donc voilà, j'espère que je réponds à votre première question. La deuxième question, est-ce que c'est votre problème aussi en fait, ou vous parlez pour des autres personnes? Leur problème n'est pas d'abord les espaces de rangement ou l'espace tout court. Eh bien, je peux vous dire qu'on peut habiter dans un petit espace et ne pas avoir de problème de rangement. Donc, ça dépend vraiment de la quantité d'objets. Et donc, tant qu'on n'a pas fait un tri et choisi ce qu'on voulait garder, ben, le problème sera là. Et je peux vous dire qu'en fait, on a... C'est vous. Je peux vous dire qu'en fait, en soi, on a... Si vous réfléchissez tous à cette dernière photo de qu'est-ce que j'emmène dans une tiny house, parce qu'il y a des gens qui vivent dans des tiny houses et qui vivent très bien. Et je peux vous dire, d'après des études, qui vivent même mieux que nous, même mieux que nous tous entourés de trop d'objets, parce que justement, ils n'ont plus ces soucis matériels. Et donc, en soi, le problème d'espace de rangement, c'est un faux problème. Parce que si vous réfléchissez à ce dont vous avez vraiment besoin, et peut-être que le confinement vous a permis d'expérimenter ça parce que vous étiez toujours chez vous, et donc vous pouvez faire maintenant 2 mois plus tard un bilan de ce que vous avez vraiment utilisé. Comme je disais au début, on utilise 20% de ses affaires 80% du temps. Et donc, ça veut dire qu'il y a 80% des affaires qui sont quasi inutiles. Et donc, en soi, si on fait un vrai tri et si on se contente de ce qui est vraiment essentiel pour nous, normalement, on n'aura pas de problème de rangement parce qu'on n'a plus besoin de tellement de choses. Peut-être les activités qu'on aime, des choses comme ça, mais en soi, ce qui est sûr, c'est que la pire chose à faire quand on fait du désencombrement, c'est d'aller racheter des nouvelles armoires. Parce que du coup, on va faire ce travail qu'à moitié. Pour vous donner un petit exemple, en voyage, je suis sac à dos et donc très heureux. Ben voilà, exactement. C'est comme quand on part en vacances dans un hôtel ou dans un Airbnb qui est très dépouillé. On se sent bien là parce qu'on n'est plus entouré de toutes nos affaires. Donc on a besoin de partir, aller ailleurs où il y a moins d'affaires que chez nous pour se reposer. C'est un peu le paradoxe. Mais donc pour revenir à un exemple vécu pas plus tard que ce week-end, mon fils est un peu collectionneur. Il a 7 ans et il adore les Legos, mais ça prend la place les Legos. Et l'autre jour, avec son père, ils avaient décidé d'aller chez Ikea acheter une nouvelle armoire. Alors, je peux vous dire que moi, en tant que home organizer, ça ne m'allait pas du tout. Et je dois essayer de trouver cet équilibre entre être une mère qui respecte son enfant qui a besoin de choses et mon besoin de ne pas trop avoir d'affaires, ce qui n'est pas toujours facile. Et donc, j'ai dit, les gars, attendez, avant que vous alliez chez Ikea faire la file, parce qu'il y aura plein de monde, si on faisait un petit tri des affaires. On a fait un petit tri. On n'a pas viré beaucoup de choses, mais un tout petit peu, on a réorganisé autrement et on a pu s'en sortir sans acheter de nouvelles armoires. Il y a même une place pour ses prochains cadeaux lorsqu'on va fêter son anniversaire. Et donc là, j'étais vraiment, vraiment contente parce que ça me sonnait tellement faux de devoir acheter une nouvelle armoire alors que j'ai toujours, mais n'achetez pas de matériel. Donc voilà, il y a moyen de s'en sortir justement sans acheter de nouvelles armoires. Donc, on vous désencombrez. Le but n'est pas que vous soyez envahi par des nouveaux meubles parce que les meubles, ça va bouffer votre espace et je sentais vraiment que ça allait arriver et heureusement, j'ai pu y échapper. Donc, quand vous avez vraiment fait un bon tri, le rangement sera bon. Mais ce qu'il faut savoir aussi, comme je disais tout à l'heure, ça peut vraiment se faire, c'est comme un oignon qu'on épluche, ça peut vraiment se faire en différentes étapes. Et donc, vous faites votre premier tri maintenant. Et comme vous allez sentir la joie d'être allégé, c'est possible que dans 6 mois, dans 9 mois, dans 1 an, vous refassiez un deuxième tri. Et au fur et à mesure, en fait, vous allez prendre conscience de tous ces objets qui sont là, qui sont du décorum, en fait, et que vous allez pouvoir les donner ailleurs, quoi. Donc, voilà. Là, je ne sais pas si vous avez encore des
des questions. On a répondu aux questions du backpacker, mon frère sac à dos, là, j'adore aussi. Même si je ne l'ai plus fait depuis des années avec des enfants petits, c'est un petit peu plus compliqué pour le moment. Et j'ai répondu aux questions de Céline. Donc voilà, si vous n'avez plus de questions, je vous souhaite une bonne soirée. Et alors, pour votre information, enfin demain, je vous enverrai demain ou jeudi plutôt, je vous enverrai un petit mail avec les informations. Et si vous avez envie de partager ce webinaire, il se retrouvera sur Facebook et le prochain sera le 2 juin. Et donc, mon prochain Week-end Turbo sera les 6 et 7 juin. Je vous enverrai toutes les informations demain. Donc, merci en tout cas d'être venu ce soir à ce webinaire. Et bonne continuation pour la suite et peut-être bientôt pour alléger votre intérieur, pour partager cette belle aventure ensemble. Merci beaucoup. À bientôt.